sommes le lundi 8 janvier 2024. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Eh bien, aujourd'hui, les questions restent houleuses. La question de cette décision de la CENI du vendredi soir. Comme vous le savez, on va y revenir également dans cette émission. On parlera également, en deuxième lieu, de la question sécuritaire, la question de l'Est. Deux grands sujets, Corneille Nangaa qui menace de marcher sur le pays et atteindre Kinshasa. Vous l'avez suivi plusieurs fois dans plusieurs répliques. Il y a aussi cette information que les médias français sont en train de partager. Même à ce jour, les médias français partagent cette information, malgré le démenti du gouvernement, que la RDC est en train de négocier avec Israël pour la déportation ou le déploiement des réfugiés palestiniens. Voilà, les médias français, c'est parmi les rares médias au monde qui en parlent. Pourquoi ces médias s'obstinent à partager cette information, malgré les démentis du gouvernement congolais? Eh bien, on va chercher de le savoir dans cette émission, à travers les analyses de deux invités. Voilà. Monsieur Freddy Mulumba, avocat, plutôt chercheur, et puis cadre RDT de Sylvain Mutombo. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Grande Tribune. Bienvenue, Monsieur Freddy Mulumba. Merci, cher ami. Je vous en prie. Lui, il est avocat au barreau de Kinshasa-Matete depuis plusieurs années, un chevronné de ce domaine. Bienvenue, maître Silver Kyunga, sur ce plateau de Grande Tribune. Merci bien, mon cher Dan. Et j'en profite pour présenter mes meilleurs vœux à M. Freddy et à vous-même, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs qui nous ont quand même manqué pendant un temps. Voilà, nous présentons également nos vœux les meilleurs au promoteur de Congo Beusévian, M. Christian Bossembe, qui venait de célébrer un anniversaire. C'était il y a quelques jours. Joyeux anniversaire à vous et en tout cas fructueux mandat à la tête du CESAC. Le premier sujet, je commence par le sujet de l'invalidation de certains candidats qui ont été attrapés en flagrant délit. Au total, 82, parmi lesquels les ministres, mandataires publics ou même gouverneurs de province. Il y a eu tollé à travers la République, les réactions diffusent de partout. Eh bien, est-ce que la CENI était l'endroit d'annuler certains résultats, d'invalider certains candidats, ou fallait-il laisser la balle à la Cour constitutionnelle, qui est le juge électoral? Eh bien, je donne la parole à commencer par Maître Kyunga, qui va nous donner son aperçu, son point de vue scientifique du point de vue du droit. Vous avez la parole, Maître Kyunga, pour nous donner justement votre avis à ce sujet. Oui, merci beaucoup, Dan. C'est vrai que il y a une grande controverse autour de ces invalidations. Est-ce que la CENI a compétence, a qualité pour les faire? Moi, je réponds oui. Vous contredisez Maître Mubiaï? Oui, je le contredis sur toute la ligne. Je réponds oui, parce qu'il y a un principe simple, qui paie le plus, paie le moins. C'est un principe connu de tout le monde. Oui. La CENI, c'est l'organe organisatrice des élections que nous tous, Congolais, avons créé suite aux suspicions, suite aux guéguerres. On s'est dit, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays, que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais puisque nous, on ne se fait pas confiance, on s'est dit non, il faut une structure indépendante pour le faire. On a donné ce pouvoir-là à la CENI. La CENI, lorsque elle organise le processus électoral, c'est elle qui reçoit les candidatures de tous ceux qui veulent compétir. Et lorsque elle reçoit, c'est encore elle qui vérifie si les critères ont été respectés pour que votre candidature puisse être adjugée. En cette qualité-là, la CENI élimine en amont certaines candidatures. Parce que n'ayant pas rempli certaines conditions, nous avons suivi ici
plusieurs candidatures à la députation nationale ou provinciale ont été rejetées par la CENI. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire que la CENI n'avait pas ce pouvoir-là. C'est un pouvoir qui lui est reconnu. C'est ça. Lorsque les élections se passent, c'est encore la CENI qui vérifie si telle ou telle personne a été effectivement élue selon les règles. Si la CENI estime que vous êtes élu selon les règles, elle ne vous proclame pas. D'où tire-t-elle ce pouvoir-là? De la loi. Quelle disposition? Quelle Et il y en a plusieurs. Vous savez, lorsque on scrute une loi, il ne faut pas se focaliser sur un article. La loi, c'est comme une Bible. C'est la combinaison de plusieurs règles qui font que telle structure a compétence ou qualité pour faire ceci. Parce que si on se focalise sur un article, on fait fausse route. C'est tout un ensemble, la loi électorale. Pourquoi la CENI a-t-elle le pouvoir de dire vous êtes éligible, l'autre ne l'est pas? Ça, personne ne le conteste. Pourquoi la CENI peut dire, conformément à la loi, que tel bulletin est valable, tel autre ne l'est pas? C'est la loi qui le lui reconnaît. Donc, maintenant, lorsque la CENI, comme dans les cas sous examen, constate ont pris le matériel de la CENI, encore que la loi électorale prévoit des poursuites pénales. Lorsque vous détruisez le matériel de la CENI, lorsque vous prenez le matériel de la CENI, lorsque vous violentez les agents de la CENI, il y a des poursuites pénales. C'est prévu par la loi. Mais est-ce que vous pouvez nous lire ces petites dispositions pour permettre à ceux qui ne sont pas professionnels du droit de comprendre la question de façon approfondie? Bon, regardez. Oui. Je vais lire par exemple l'article 64, tel que modifié à ce jour. De la loi électorale. De la loi électorale. La loi électorale, oui. À propos, par exemple, des bulletins. Pour dire que la CENI a un pouvoir qu'on ne veut pas lui reconnaître. Seront déclarés nuls les bulletins non conformes au modèle prescrit. Donc, c'est la CENI qui dit, ce bulletin-là, il n'est pas conforme à mon modèle. Je le déclare nul. Bureau de vote. Bon, maintenant, par exemple, les gens qui ont voté dans les maisons, là, je ne sais pas s'ils avaient un président du bureau de vote dans leur maison qui est signé. Les bulletins portant des ratures ou des surcharges, les bulletins portant plus d'un choix, les bulletins portant des mentions non requises, les bulletins déchirés. La nullité des bulletins de vote est constatée par l'apposition de la mention nulle, suivie d'un numéro par référence aux causes de nullité énumérées à l'alinéa premier. Donc, la CENI a un pouvoir. Maintenant, prenons les cas sous examen. Des personnes ont pris des machines de la CENI sans titre ni droit. Parce que la loi n'a jamais prévu qu'un individu peut avoir la machine chez lui dans sa chambre pour voter. Donc, ces gens-là n'avaient pas qualité, ils n'avaient pas de droit d'avoir des machines. Maintenant, après l'élection, la CENI constate l'individu à sa maison avec des bulletins. Comment voulez-vous que la CENI ne réagisse pas? Parce que c'est elle la centrale électorale, c'est elle l'organisatrice. Qu'elle ne réagisse pas, qu'elle prenne tous ces bulletins et tout, on envoie à la cour. Non. La CENI, en tant qu'organe qui centralise ça, doit d'abord sévir. Parce que la CENI ne reconnaît pas ces bulletins-là. Ces bulletins sont arrivés chez des individus frauduleusement. Et l'article 64 dit ici que la CENI peut déclarer ces bulletins nuls. Et c'est ce que la CENI a fait. Elle ne s'est pas arroger le pouvoir de la Cour constitutionnelle, qui non. est le juge électoral, non. les juges de conformité. Parce que la CENI n'a pas encore proclamé les résultats provisoires. C'est ce que les gens ignorent. La CENI n'a pas, en dehors des élections présidentielles, pour les députés nationaux, provinciaux et consorts, conseillers communaux, la CENI n'a pas encore proclamé les résultats provisoires. Les recours contentieux commencent après la publication des résultats. Donc, il faut... Ici, c'est une décision en interne administrative de la CENI qui constate
qu'il y a une irrégularité, c'est dans ses pouvoirs. Dans ses pouvoirs. De pouvoir réagir. Donc on ne peut pas dire que la CENI a commis une faute ou quoi que ce soit. Ça, c'est faux. Ce pouvoir-là est tiré de la loi électorale. Ce pouvoir-là, il est tiré de la loi électorale. Vous contredisez toute la ligne, maître Moubiaï Oscar. J'espère qu'il va suivre cette émission. Nous le saluons là où il est. Eh bien, je donne la parole à M. Freddy Boulumba. Votre lecture, vous avez été candidat. Vous n'avez pas été frappé par le coup d'invalidation. Mais vous savez, on ne peut pas entrer en politique par la tricherie. La politique, c'est un métier, donc c'est une fonction noble. Il ne faut pas jouer avec les intérêts du peuple, les intérêts du pays. Mais dans ce qui se passe ici, je pense qu'il faut féliciter notre peuple. Parce que ces tricheurs, ces corrupteurs ont été arrêtés par la population. C'est la population qui a dénoncé, qui a arrêté. On n'a vu aucun observateur, ni national, ni international, qui a arrêté les tricheurs. C'est le peuple. Donc si le peuple n'avait pas fait ça, il n'y aurait rien. Donc le peuple s'est pris en charge. Parce que quand vous regardez cette histoire, ce n'est pas la première fois. Depuis qu'il y a élection dans ces pays, les gens trichent. Mais la population ne s'intéressait pas beaucoup. Les gens s'arrangeaient. Je te prends les élections de 2018. C'était flagrant. Les gens qui n'étaient pas élus par la CENI, ils partaient à la Cour constitutionnelle. Ils donnaient l'argent. Beaucoup de députés qui étaient au Parlement ont acheté leur siège. 50 000 $, vous êtes nommé député. Par qui? Mais pas la Cour constitutionnelle, non? La Cour de l'époque? De l'époque, oui. Vous n'avez pas de preuves, M. Freddy, quand même. Mon cher ami. Vous n'avez pas de preuves. Donc, allez dans les archives, vous allez trouver tout ça. Il y avait un cafouillage total. Tous les anciens gouverneurs, ministres, tout ça, tout le monde s'est retrouvé au Parlement. Ils n'ont pas gagné les élections. Ils ont été nommés, pour la plupart. Mais il y a quand même une partie qui a gagné les élections. Ça, on ne peut pas nier ça. Mais vous allez voir que c'est parmi les ministres en fonction, les députés, les sénateurs, c'est parmi ces gens-là qu'on trouve beaucoup plus de tricheurs. Ça signifie qu'ils étaient habitués à tricher. Cette fois-ci, on les a eu la main dans le sac. Le peuple tenace que... On parle d'un règlement de compte. Il n'y a pas de règlement de compte. Les gens sont des anciens proches de l'ancien président Kabila, qui ont travaillé avec lui, notamment M. Évariste Bochab et sa femme, ont été invalidés. Non, le gouverneur Kimbuta, un ancien kabiliste. Non, il ne faut pas suivre ce que les gens disent. On dit que c'est un règlement de compte. J'ai dit c'est le peuple qui a arrêté ces gens. Il dit que ce n'est pas la police. Le président Tshisekedi aurait agi à travers des... Ce n'est pas vrai, il y a des images. Le même président se plaignait. Il a tellement souffert avec ses anciens députés, ses anciens parlementaires. Pour qu'une motion passe, il fallait corrompre. Mais pourquoi c'est des anciens kabilistes pour la plupart? Oui. Pourquoi? J'ai dit que c'est toute une classe politique qui est habituée à la tricherie. Il n'y a que ça. Je dis que depuis 2006 jusqu'à ce jour, la plupart des gens qui sont en politique sont des tricheurs. Les preuves sont là. 2006, 2011, 2018. Et ils donnent l'argent, ils corrompent tout le monde. Donc, il faut dire que c'est notre société qui est malade. Nous avons un cancer. Parce que ces gens-là ne viennent pas du néant, ils viennent de notre société. Hein? Comment est-ce que les gens peuvent passer toute leur vie à tricher pour devenir ministre, pardon, pour devenir député? Donc c'était toute une coutume, mais cette fois-ci la population a dit niet. Mais aussi une chance, c'est de voir que le président avait été très clair. Il ne pouvait pas travailler avec des tricheurs et des voleurs. Il a beaucoup souffert avec ces gens. Il le savait. Donc, je pense que cette crise qui éclate maintenant avec l'annulation de certains députés, certains bulletins de députés, c'est une bonne chose, c'est une opportunité. Du moins qu'on essaye de nettoyer notre classe politique. C'est une bonne chose. Et la population tient ça, parce que nous, quand j'étais candidat à l'Okonga, quand je suis parti pour voter, pour moi-même et pour le président, les gens n'avaient que le numéro 20 du président Tshisekedi. Mais ils ne connaissaient pas, ils vont voter pour quel député provincial, député national.
les députés qu'on appelle les communaux. Les communaux, oui. Ils ne savaient pas. Donc ça prouve que toute leur attention était fixée sur le président Tshisekedi. Mais maintenant, ceux qui ont voté, et ceux qui ont triché là, ils savaient très bien qu'ils seraient sanctionnés. Parce que Félix a un très bon bilan aujourd'hui. Un très bon bilan. TB. Il a fait de bonnes constructions. Personne ne peut contester 70%. ça. Il a fait de bonnes constructions. Partout où tu passes, on a fait quelque chose. Il a redoré l'image du pays à l'extérieur. Son discours contre Kagame était très clair. Jusqu'à dire Oyo, Ezali Kambuyamabele. Mais comment les gens qui doivent défendre les programmes, pardon, les budgets, les succès de Félix peuvent se permettre de tricher? On ne comprend pas. On devrait seulement prendre les discours de Félix Tshisekedi, aller auprès de la population pour vendre ses discours. Vous avez suivi, avant de donner la parole à Maître Kyunga, cet audio de Charles Mbouta Muntu, ce proche de Jean-Denis Ngobila, ministre provincial, qui dit il a vu des cas d'élus des pestes, il a cité les noms de Kabouya et de Peter Kazadi, qui auraient aussi été vus dans ces magouilles-là. Et qu'eux ne sont pas cités, ils s'en offusquent. Je pense qu'il y a la Cour constitutionnelle qui il paraît là-bas. C'est très clair. Clair avec ses preuves, si il a des preuves, on va sanctionner les Kabou et les autres. Mais il faut dire aussi que ce qui est bon dans ce qui s'est passé, ça prouve que notre CENI travaille bien. Très bien. Parce qu'on a sanctionné les tricheurs et les voleurs. Et ça donne confiance maintenant à notre peuple. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui a triché, tout le monde sait, mais on le voit au Parlement, ou bien il est déclaré vainqueur. Mais qui pourrait encore avoir confiance à la CENI? Donc la CENI a fait le premier nettoyage. Maintenant, le deuxième nettoyage. Il va venir. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Très bien. Je vous prends un exemple. Moi, ce qui me frappe. J'ai vu un candidat député de Mbandaka, je pense, qui a été aussi sanctionné. Oui. Ce candidat avait volé l'argent de l'État. On l'a arrêté à Brazzaville. Avec des dollars dans la mallette. Il voulait monter dans l'avion de France pour aller à Paris. On l'a arrêté. Vous ne voulez pas citer son nom? Je vais lister à la fin. Ce candidat a été jugé à Kinshasa, condamné, mis en prison. Après quelques jours, l'homme est sorti. Mais curieusement, on l'a vu au Parlement. Mais c'est encore grave. La même personne va encore poser sa candidature comme député national. Imaginez-vous, une telle personne se retrouve sur la liste de la CENI qui a gagné les élections. Quelle image vous pouvez avoir de notre CENI? On l'a encore rattrapé avec des machines. Hein? On l'a encore rattrapé avec des machines. Ça signifie quoi? C'est que la CENI a répondu aux attentes de la population. Et je pense que c'est bon. C'est un nettoyage qui va permettre au président de bien travailler. Parce qu'on ne peut pas construire un État, un avenir avec des tricheurs et des voleurs, avec des gens corrompus. Ça doit s'arrêter. Or, le peuple a réglé le compte avec ces gens. La justice va s'occuper aussi, mais il faut suivre aussi la magistrature. Parce que quand je parle de ces candidats députés, comment il est sorti? Par la corruption. Donc ça signifie qu'il n'y a pas seulement que les députés qui sont corrompus, qui ont triché, mais aussi il y a des magistrats complices. Donc il faut que le peuple soit regardant pour que l'histoire ne se répète plus. Ceux qui sont trichés, ceux qui ont triché doivent être sanctionnés. Sanctionnés par la justice. Exact. Notamment. Le Congo est malade. À tous les niveaux, on constate qu'il y a des bavures, même au niveau de la justice. Hein. Quelqu'un qui a été condamné, on le retrouve au Parlement. Bon. Et puis les candidats, on arrête encore avec des machines. Je vous invite à suivre cette chronique de Maman, hein, de RFI. Ça illustre bien un peu certains cas que nous vivons ici. Alors, Maître Silver Kyunga. Oui. L'opposition, Fayulu, Mukwege, Matata et les autres disent c'est un simulacre d'élection. On ne peut pas arrêter que les députés, que les candidats à la députation et annuler leurs résultats sans qu'il n'y ait d'incidence sur les résultats de la présidentielle qui a consacré le président Tshisekedi vainqueur au premier tour. Bon, pas au premier tour, on n'a qu'un seul tour. Oui. Largement vainqueur. Est-ce qu'il peut y avoir une incidence sur l'élection du président de la République, puisque la plupart des gens qui ont été attrapés sont de l'Union sacrée?
Bon, l'incidence, il peut y avoir peut-être au niveau du pourcentage, si vraiment on doit refaire les calculs. Mais il y a une chose qu'on doit retenir en ce qui concerne le droit électoral. C'est un droit un peu compliqué, que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Le juge électoral, il n'est pas juge de la légalité des élections. Il est juge de la sincérité des élections. La nuance, c'est quoi la nuance, s'il vous plaît? La nuance, c'est laquelle? Le juge électoral peut valider une élection même lorsqu'il y a des irrégularités. Non, ça c'est... Oui, c'est dans la loi, on ne va pas aller lire article par article, mais les juges peuvent valider une élection même s'il y a des irrégularités. Ce que ces irrégularités ne peuvent pas changer l'ordre d'arrivée des candidats. Ça, c'est très important. C'est dit dans la loi électorale. Donc, on peut avoir des irrégularités, mais le juge n'est pas obligé d'annuler les élections ou d'invalider le scrutin parce qu'il y a des irrégularités. Il faut démontrer que ces irrégularités-là ont une incidence qui, telle que l'ordre d'arrivée des candidats changerait. Si vous n'arrivez pas à le démontrer, et puis le juge passe outre, il va valider l'élection. Mais pour ces candidats qui disent que ces invalidations ont une incidence sur la présidentielle, ils disent que il est impossible qu'il n'y ait pas d'incidence. Est-ce que le fait que la CENI n'ait pas donné l'incidence sur la présidentielle fait d'elle une structure qui est, on va dire, penchée ou impartiale? Non, mais d'abord, qui a calculé cette incidence-là, jusque-là? Parce que ce qui est constant, on a arrêté des personnes qui avaient des machines. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas arrêté le président Félix Tshisekedi avec des machines chez lui à la maison. Donc, ceux qui ont été arrêtés, oui, des gens de l'Union sacrée, mais les législateurs ou les juges voient quoi? Ces gens-là, s'ils se sont arrogés le droit d'avoir des machines, c'était d'abord pour leurs propres intérêts. Ce n'était pas nécessairement pour l'intérêt du chef d'État. C'était pour eux. Ils voulaient se faire élire député national ou député provincial. Ça c'est votre interprétation ou bien... Non, mais c'est ça logique. C'est la loi. Parce que... Non, mais est-ce qu'ils n'avaient pas des candidats à la présidence, ceux qui ont triché? C'est vrai qu'ils avaient des candidats à la présidence. Voilà. Mais, si nous allons au pénal, on vous dira que l'infraction est individuelle. Donc, ceux qui ont commis ces méfaits-là, parce qu'il y a des sanctions pénales ici, ils l'ont fait pour leur intérêt d'abord. Maintenant, là, c'est à la cour si on invalide leur voix, oui, quelle est l'incidence de ce voix-là sur l'élection présidentielle? C'est ce que je viens de vous dire ici, que le juge électoral est juge de la sincérité. Il n'est pas juge de la légalité. Donc, il faudrait que on puisse démontrer que, à la suite de l'évaluation de 82 personnes là-bas, maintenant le président Félix a 2%. Est-ce que quelqu'un peut démontrer ça? Non, peut-être la question que moi je pose, c'est de savoir. Non, s'il y a incidence, cette incidence-là sera mineure. Et l'incidence, avoir le résultat tel que publié par la CENI, cette incidence-là ne sera pas à mesure de renverser l'ordre d'arrivée des candidats. Mais au moins, il faudrait que la CENI publie pour qu'on sache quelle est l'incidence. Mais je pense que le président Kadima dit que les enquêtes continuent et que d'autres personnes seront encore sur la liste de ceux qui seront invalidés. Est-ce que vous trouverez ça normal qu'il n'y ait pas d'incidence? Non. Attendez, je me répète ici. J'ai compris votre réponse. Je me répète. Oui, ma question est celle de l'incidence de ces invalidations. Si cela n'amène pas au changement de l'ordre d'arrivée des candidats, ça n'a aucun impact. Parce que prenons l'hypothèse aujourd'hui.
que cette incidence-là fasse que le président Tshisekedi, qui a eu 73%, se retrouve avec 70% ou 68% ou 65% ou même 60%. Qui serait le programme fait? C'est pour ça que je vous répète que selon la loi, lorsque le juge électoral est saisi, le juge examine les irrégularités. Mais le juge ne peut invalider une élection ou annuler une élection que s'il arrive à la conclusion que ces irrégularités-là ont une incidence sur l'ordre d'arrivée qui peut changer. Mais si cet ordre-là ne changera pas, le juge valide. Pour la sincérité, comme vous l'avez dit, Maître Kyunga, est-ce que la Cour, peut-être qu'il n'y aura pas d'incidence majeure sous la présidentielle, est-ce que le juge va publier les résultats textuellement tels que la CENI l'a publié, ou le juge peut, peut-être s'il y a incidence, retrancher un peu quelques pourcents au niveau de l'élection présidentielle? C'est possible que la Cour retranche un peu, c'est possible. La Cour peut le faire. Ça dépend des recours qui seront faits par les candidats malheureux. Encore que on n'y va pas à la Cour avec des déclarations des personnes, avec des morceaux de journaux de la presse écrite ou avec des publications de TikTok ou consorts. À la Cour, il faut amener des preuves. Si vous n'arrivez pas à amener des preuves, c'est ça que dit la loi. Si vous n'amenez pas de preuves qui puissent convaincre le juge électoral, vous serez débouté. C'est ça la difficulté. Or, beaucoup de gens, c'est vrai, ils disent des choses, des irrégularités, tout ça, mais très peu ont de preuves. En plus, aujourd'hui, pour finir, j'ai vu que plusieurs plateformes majeures de notre pays ont déjà pris position. Ils n'iront pas en recours. Alors, si vous n'allez pas en recours, la Cour va constater les résultats que la CENI va lui fournir et la Cour va valider. Parce que les recours dont on parle ici, les deux recours qui viennent d'être faits, là, ça n'a rien à voir avec les contentieux des résultats. Oui. D'ailleurs, je crains même que la Cour puisse dire que ces actions-là sont précoces. Parce que la CENI n'a pas encore proclamé le résultat provisoire. Vous êtes déjà allé à la Cour. La Cour va rendre un arrêt. Vous dites qu'il y a précocité de l'action. Il faut revenir après la publication. Alors, M. Fondé-Moumba, la même question. Vous pensez qu'il peut y avoir incidence sur la présidentielle? Non, je ne pense pas. C'est d'abord, la CENI a donné des résultats provisoires. On dit que c'est provisoire. Oui, je pense qu'on pourra corriger, mais ça n'aura pas un grand impact. Parce que quand on regarde les tricheurs qu'on a arrêtés, ils n'ont pas triché pour le président. Comment vous avez? C'est d'abord, la plupart des gens qu'on a arrêtés en train de tricher, qui ont des machines, sont les anciens ministres, anciens députés, anciens DG, anciens sénateurs. Mais pourquoi? Candidats de la majorité au pouvoir. Non, tout ça, ils sont de l'union sacrée. Oui. Mais pourquoi, sachant très bien que le président a un bon bilan, pourquoi ils peuvent tricher? C'est parce que ces gens n'étaient pas sûrs que la population allait voter pour eux. Je viens de te dire ici, tout le monde disait on ne vote que numéro 20. C'est le numéro qu'on connaissait. Le reste, on ne connaissait pas. C'est ainsi que les gens qui ont mal travaillé pour ces pays, qui ont rendu mauvais service à notre peuple, ont eu peur d'être sanctionnés. Ils sont passés par la tricherie. Le peuple les a arrêtés. Ça n'a rien à voir avec le président. Parce que si ces gens réellement étaient de véritables, donc exactement proches du président, ils devraient prendre le bilan du président et son discours, aller avec ça auprès de la population, expliquer ce que le président a fait pour son coin, ce qu'il a fait sur le plan international. Ils n'ont pas fait ça. Donc, comme ils n'avaient pas de discours correct, ils sont passés par la tricherie. Parce que la population voulait sanctionner tous les voleurs, tous les pilleurs. On les connaît. Tout le monde suivait la RTNC avec les débats. On montrait des députés en train de dormir. Il y en a d'autres qui n'ont jamais parlé. Encore d'autres qui, quand on dit qui sont pour, qui sont contre, la population a vu ça. Moi, j'ai parlé avec des électeurs avant
donc, durant la campagne, il dit papa, tant au Kondo Kendokuna, qu'on a la pongité. Il ne faut pas augmenter les émoluments des députés. Nous souffrons beaucoup. Tu vois? Donc la population était là pour sanctionner tous les anciens députés, tous les ministres et tous les sénateurs. Mais comme ils avaient une position, beaucoup n'ont pas démissionné avant d'aller aux élections, ils avaient encore le pouvoir de s'arranger avec des chefs de centres et d'antennes pour avoir des machines. Ces machines ne viennent pas de la CENI. Il y a à un niveau bas là, à un niveau bas. Vous donnez l'argent à un directeur, à un président du centre, on a une machine chez vous, vous trichez, vous votez, puis on remet. Donc il y a la complicité. C'est quand on commence à remettre les machines, la population voit ça, ah non, ça n'entre pas. Donc c'est la population qui a dit non. Donc c'est la toute première fois. On doit être content. Mais du moins, ces élections vont permettre à ce qu'on nettoie, qu'on renouvelle cette classe politique. Ça fait depuis Mobutu, depuis la conférence souveraine. Les mêmes reviennent. Les jeunes qui entrent en politique suivent les vieux. Rien n'a changé. Donc le peuple veut avoir ses véritables représentants au Parlement et voir un gouvernement, pas de voleurs. Demandez, il y a eu quand même certains qui ont été sanctionnés. La population a dansé. Ailleurs, là, je ne voudrais pas citer les noms, les gens ont dansé, ont crié victoire. Le peuple est conscient. Parce que vous pouvez vous rendre compte, la misère dans laquelle notre peuple vit. Si vous partez au village, vous trouvez les gens pieds nus, sans habits. Il y a une misère incommensurable. Donc le peuple veut sanctionner. Ça, c'est côté sanction. Et puis quand les gens disent qu'il faut annuler, c'est de la folie. C'est de la folie. Ces élections coûtaient 1 milliard, 300 millions de dollars. 1 milliard. C'est le Congo qui a financé. Et s'imagine, si on annulait aujourd'hui, ce qui va se passer. Il demande qu'il y ait une petite table ronde, une rencontre. Non. Ce sont les mêmes qui, depuis Mobutu, font toujours la politique. Et pour la plupart de ces gens-là, ils sont entrés en politique grâce à Kagame. Ils n'ont pas intérêt, oui. Beaucoup ont été nommés. Kagame. Son nombre est partout, apparemment. Mais tu parles très loin. Il y a un ministre qui a parlé ici clairement, je pense, chez Top Congo, qui avait dit clairement, Kagame, c'était le patron. Kagame l'appelle, dit, tu as un avion qui t'attend au tarmac à Ndili, tu viens pour qu'on négocie l'histoire du pétrole. Le ministre prend le téléphone, il appelle le président. Le président lui dit, prends tes responsabilités. Ça dit beaucoup. C'est ça que je dis que nous sommes tellement des pays. C'est pas ce qui nous arrive. Dans un pays sérieux, on ne peut pas accepter ça. Ce ministre devrait être entendu. D'abord, des protestations au sein de l'élite intellectuelle, au sein des médias. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer dans ce pays ici. Comment ça? On a tout perdu, même le bon sens. Vous trouvez normal qu'un ministre soit appelé par Kagame sans passer par le président? Vous trouvez ça normal? Et ils sont nombreux comme ça. Et qui sont entrés en politique grâce à Kagame. Donc la classe politique qu'on a maintenant, pour la plupart des cas... C'est très grave. C'est la réalité. C'est très grave ce que vous dites, M. Freddy Mulumba. Regardez. Les ministres qui sont là sont en train de parler avec Kagame, sont passés par le chef de l'État. Mais j'ai dit qu'aller sur Top Congo, les ministres reconnus, vérifiez. Je n'ai pas inventé l'histoire. Ça, nous le savons. Ah, vous le savez, c'est ce que je vous dis que... Moi, je voudrais savoir... Je serais content quand je verrai dans les médias un débat sur ça. C'est anormal. Tout le monde sait tout, et les médias et les intellectuels. Même la classe politique. Personne n'a parlé, n'a branché. Mais pourquoi cette... selon vous, qu'est-ce qui serait la base? Pourquoi Kagame serait en train de soudoyer certains mandataires? J'ai dit que depuis l'arrivée de l'AFDEL, il y avait une classe politique qui a été formée par Mobutu. Ce qu'on appelle Mobutiste. Le départ de Mobutu a laissé cette classe politique éparpillée. L'AFDEL est venu avec ces gens à lui. Maintenant, pour devenir homme politique, il faut s'allier à l'AFDEL. Qui contrôle l'AFDEL? C'était pas Moussé Kabila. C'était Kagame Museveni. Je vous dis la vérité. Dès que l'AFDEL est venu ici, j'étais encore journaliste au potentiel, vous partez à l'Inter. C'est là où on avait logé les gens de l'AFDEL, hein, les vainqueurs de Mobutu. Tous les politiciens étaient partis là-bas. Tous. Avec des phares pour être nommés ministres.
À la fin, on en a vu beaucoup devenir des ministres. Et ils sont ministres jusqu'aujourd'hui. Ils sont députés jusqu'aujourd'hui. Donc, cette classe politique qu'on a, c'est une classe politique de mercenaires. Ce n'est pas une classe politique qui vient de notre peuple. Parce que si une classe politique vient de notre peuple, premier réflexe, c'est s'occuper de la population. Ils s'en foutent. Ils sont dans la bière, dans la jouissance. Ils oublient la misère du peuple. Merci beaucoup. Maintenant, le peuple a pris une décision de les mettre hors d'état de nuire. Nous devons être très contents et soutenir Denis Kadima pour aller plus loin et dire au président de ne pas travailler avec ces gens. Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, eh bien, quand certains vous louent, d'autres ne vous louent pas. C'est ça la vie. Alors, thématique numéro 2, mesdames et messieurs, c'est cette affaire de Corneille Nangaa qui menace toute une république. Mais avant d'en parler, la menace Nangaa est-elle à considérer ou une frustration personnelle qui veut embarquer? On a vu un jeune qui jadis était membre du PPRD, M. Adam Chaloué, qui était même directeur général de Malaika Télévision. On l'a vu avec Nangaa en train de discuter dans les collines du Massissi là-bas. Eh bien, on se pose des questions. Est-ce une menace ou un groupe de frustrés qui cherche un positionnement par la prise d'armes? On va en parler. Mais la question aussi, Maître Kyunga, c'est la question de cette information qui est diffusée en boucle dans les médias français. Israël est en train de discuter secrètement avec le gouvernement congolais pour déporter les Palestiniens au Congo. Malgré les démentis du gouvernement, les médias français continuent de partager ces informations. On en a suivi il y a quelques jours LCI, France 2, France 24. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, par rapport au Kananga, moi je suis vraiment déçu que un haut cadre qui a géré la centrale électorale, qui a produit des hommes politiques et qui du jour au lendemain à cause de frustration personnelle. Parce que nous savons tous ici qu'il y a eu des problèmes. J'ai suivi sur France 24, on lui a demandé, mais vous êtes frustré parce qu'on a pris vos carrés miniers et tout ça. Il a dit non, bon, c'est vrai qu'on a ravi mes carrés miniers, mais le problème, ce n'est pas ça. Non. Moi, je pense que l'intellectuel congolais doit se ressaisir. Nous sommes comme des enfants qui sont manipulés par n'importe qui. Manipulés. Mais si vous avez une contestation à faire, mais restez au pays, il y a des voies de recours. Pourquoi vous devez prendre les armes contre vos concitoyens? Parce que ceux qui meurent, ce sont des Congolais. Ceux qui meurent, ce sont des Congolais. C'est vrai. Ceux qui ont des yeux sur notre donner des armes, ils vont vous donner des munitions. Mais pour tuer qui? Des Congolais. Alors, peut-on être demain au pouvoir après avoir tué des gens sur les cadavres de vos frères et sœurs, de vos compatriotes? Le pays peut-il avancer dans ces conditions-là? De rébellion à tout moment? Regardez ce que ce pays était en 1960. Vous prenez des 55 en 1958. Ce pays ici, première puissance industrielle en Afrique. Les meilleurs hôpitaux d'Afrique. Les meilleures écoles d'Afrique. Les meilleures universités d'Afrique. 55 jusqu'à l'indépendance. Jusqu'à l'indépendance. Là, c'était le PIB congolais supérieur à celui du Canada, supérieur à celui de la Corée du Sud. En 60. 63 ans, 64 ans après. Quelle est notre position? Le Canada est parmi les pays les plus industrialisés du monde. La Corée du Sud, c'est la 11e puissance économique du monde. Vous qui étiez devant la Corée du Sud et le Canada, vous êtes dans les 5. Donc ça devait nous interpeller. Vous savez que le Congo, aujourd'hui, en termes de ressources, c'est le pays le plus riche du monde. Mais comment le pays le plus riche du monde n'arrive pas à décoller? Comment sa population est parmi les populations les plus pauvres du monde? Donc, l'intellectuel congolais devait se remettre en question
arrêter les bêtises, des rébellions à tout bout de champ, de prendre le pays en main et de développer ce pays, parce que nous en avons les ressources. Avec une bonne politique, des bonnes politiques, n'est-ce pas, on peut développer ce pays. Même en 10 ans, les gens vont sentir qu'il y a un changement. Vous savez, une fois j'étais en train de regarder un documentaire de France 24, on parlait de Singapour. Je regarde, mais Singapour, c'est même moins grand que la ville de Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est 10 000 km². Singapour, c'est moins que ça. Mais on dit que c'est la ville. Donc, c'est parce que c'est une cité-État. Donc, c'est l'État le plus urbanisé du monde. Vous regardez les routes, vous regardez les gratte-ciel. Je me dis, mais chez Singapour, là, ils ont quoi là? Ils n'ont rien. Ils n'ont pas le diamant que nous avons, l'or et tout le pétrole. Ils n'ont pas ça. Mais avec l'intellect, voilà comment ils développent leur pays. Le pays. Donc, nous devons avoir cet amour-là du pays, au lieu de rentrer en politique pour le plaisir, pour les intérêts personnels. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? C'est ça, le combat que les gens doivent mener. Pas de combat terre à terre, là, entre partis, entre individus, non. Le combat, c'est le développement du Congo. Nous sommes un grand pays. Aujourd'hui, vous parlez de cette fameuse rébellion des langues. Moi, je crois que dans plusieurs émissions, en tout cas, j'ai été le premier Congolais qui avait demandé depuis plus de 6 mois que les effectifs de notre armée soient augmentés sensiblement. Ce n'est pas normal, un pays de cette envergure ici, avoir quelques 120 000 militaires. C'est impossible. J'avais demandé que dans un premier temps, que nous ayons au moins 500 000 hommes de troupes, bien armés, bien entraînés, bien rémunérés. Il faut se faire respecter. Pourquoi à l'époque de Mobutu, toute cette velléité-là n'existait pas? Les Congos savaient se faire respecter. Donc nous devons reprendre notre place. Nous en avons les moyens. Moi je disais depuis toujours, les gens disaient dans les débats, ah non, nous sommes sous embargo, c'est un faux débat. Un pays qui veut s'équiper en armes, même s'il est embargo, on sait comment on obtient les armes. Il y a même des vendeurs d'armes privés. Et puis, si on parle d'embargo, mais qui nous ont mis sous embargo? Ce sont les Occidentaux. Est-ce qu'à l'Est on nous a mis sous embargo? Non. Donc nous devons avoir une armée dissuasive. Quand on a une armée dissuasive, ces velléités-là n'existeront pas. Cette histoire des Palestiniens qui veulent venir au Congo, mais franchement, déjà ça me fait rire. Parce que vous avez suivi la guerre ici pendant la campagne, de ces histoires d'étrangers, de ceci, cela. Déjà entre nous-mêmes Congolais, on se bonifie des qualificatifs, tel est étranger, tel ne l'est pas, tel est moi, n'importe tel ne l'est pas. Et notre pays est en difficulté. Vous allez accueillir 2 millions de Palestiniens pour les amener où? Où? Parce que dans notre pays tel que nous sommes ici, moi je suis avocat, nous sillonnons ce pays ici dans des conflits fonciers par-ci par-là. Chaque terre de ce pays ici appartient à une tribu. Maintenant, vous allez prendre des Palestiniens, là, vous allez les installer où? Parce que pour installer quelque part, il faut des terres. Ces terres-là appartiennent à des communautés locales. Vous allez créer d'autres problèmes. Et puis, est-ce que nous avons les moyens de recevoir ce genre-là? Est-ce que le Congolais a les mêmes mentalités? Parce qu'il y a d'abord ce problème sociologique. Avons-nous la même mentalité que ces gens qu'on veut faire venir ici? Et surtout, dans quel intérêt? Donc, notre gouvernement doit réagir. Moi, j'aurais compris que même dans un premier temps, parce que moi, j'ai suivi les débats en Israël, le ministre des Affaires étrangères n'a même pas interpellé, ne fût-ce que l'ambassadeur d'Israël. Parce que c'est ça qu'on fait en matière diplomatique, c'est comme ça. Le ministre des Affaires étrangères interpelle, il appelle d'abord le représentant d'Israël ici. Je suppose qu'ils ont une ambassade ici. On le convoque au ministère des Affaires étrangères. Mouyaya. Qu'est-ce que... Non, ce n'est pas Mouyaya. C'est le ministère des Affaires étrangères qui doit d'abord réagir. Le porte-parole du gouvernement. On interpelle d'abord l'ambassadeur sur place ici. Qu'est-ce que nous apprenons? C'est comme ça qu'on commence les protestations. On interpelle d'abord l'ambassadeur. Et puis le ministère réagit par une note. Pour dire ce que vous déclarez là, nous ne connaissons pas. Parce que ça a été dit par des officiels. Mais Mouyaya, porte-parole du gouvernement, mais il a fait une conférence de presse là.
Ça ne suffit pas. Ministre Les pays doivent réagir. Mais Netanyahou. Bon, est-ce que notre Premier ministre a réagi? Non, il ne dit rien. Samaloukonde, vraiment, comme disait quelqu'un là. Samaloukonde Kenge. Il faut qu'il réagisse. Ouais. Même au niveau... bon, parce que nous ici, bon, j'ai déploré l'autre fois les porte-parole du chef de l'État. Bon, Feu Kiporongo, bon. Yamba. Yamba. Lui, porte-parole, c'était pour lire les ordonnances de la présidence. C'est pas ça le rôle du chef de l'État. Vous connaissez les porte-parole de la Maison-Blanche, comment il réagit. Même la présidence devait réagir par un communiqué de la présidente de la République disant ces informations-là qui viennent d'Israël sont fausses. Que le gouvernement congolais n'est pas dans cette optique-là. Donc, à toutes les instances, président de la République, primature, ministère des Affaires étrangères, il faut une réaction vigoureuse pour décourager ces histoires. Parce que des fois, ça peut être comme un ballon d'essai. Essayons un peu. Nous ne sommes pas demandeurs. Nous connaissons un pays ici qui demande que tous les réfugiés qui sont rejetés par-ci, par-là, aillent là-bas. Ils n'ont qu'à amener ces gens dans ces pays-là. Merci beaucoup. Vous connaissez, non? Ceux qui demandent quand on refuse des réfugiés en Grande-Bretagne, qu'on les renvoie. C'est les Rwandais. Ils ont besoin des gens, qu'on les renvoie. Qu'on les envoie à Rwanda. Pas chez nous. Nous, en tout cas, on n'en a pas besoin. Il ne faut pas créer des conflits ici avec nos frères arabes. Parce que ça sera finalement... Nous serions comme des gens qui viennent de cautionner. Parce qu'au sein du gouvernement israélien, il y a 2 ministres qui ont demandé qu'on puisse évacuer tous les Arabes, tous les Palestiniens, pour qu'ils récupèrent la bande de Gaza. Alors, si vous, Congo, vous devenez l'exutoire qui reçoit tous ces gens-là, donc vous avez participé, n'est-ce pas, à la dépopulation des Arabes. Vous aurez des problèmes avec tous les Arabes et tous les musulmans. Nous ne voulons pas de ça. On ne veut pas les problèmes avec surtout la Ligue arabe. Hein. On va avoir des problèmes graves. Alors, M. Freddy Mulumba, votre lecture sur ces 2 questions, Nanga et puis la question palestinienne. D'abord, la question palestinienne, je pense que Maître a déjà avancé certains arguments. C'est une diversion. Pourquoi? Parce que le Premier ministre israélien, Netanyahou, est en mauvaise posture. Si cette guerre termine, il risque de faire la prison. La guerre contre Hamas et... Non, la guerre entre Hamas et Israël. Oui. Parce qu'on l'accuse de beaucoup de choses. Donc il a tenté de parler, de chasser les Palestiniens qu'on envoie au Congo pour jouer à la diversion. Mais il a des problèmes très sérieux à l'interne. Après la guerre, je pense que les choses vont se régler. C'est un pays démocratique. L'autre diversion, c'est au niveau du Congo. Vous savez, nous avons de bons rapports avec les Arabes. Donc les pays arabes ont fait des affaires avec l'Arabie Saoudite et les autres. Qu'ils apprennent que vous voulez aider l'Israël à chasser les autres Arabes, on va les mettre sur notre dos. C'était ça l'objectif poursuivi. Mais aller plus loin. Qui a donné l'information? LCI. Qui contrôle LCI? Un média français. Média français. Qui sont proches de Kagame. Wow. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? C'est discréditer le président. Discréditer le président pour y regarder. Il parlait des étrangers. Regardez maintenant, il a besoin des étrangers. Et les médias, l'information vient d'où? De la France. AFP. Or, la France est proche de Kigali. Faites un lien. Au-delà de ça, vous savez que l'Afrique du Sud a traduit l'Israël en justice en disant qu'il y a un génocide de Palestiniens. Nous avons de très bonnes relations avec l'Afrique du Sud. Ils sont dans la SADC. L'Afrique du Sud travaille contre l'Israël pour que l'Israël ne puisse pas... Donc, pour dire que l'Israël a commis un génocide. Et le Congo va prendre tous ces Palestiniens, les amener chez lui. Ça pose un problème. Donc, c'est sud-africain ici. Oui. Ils sont dans la SADC. C'était une façon de créer une confusion. Moi, c'est une manipulation qui ne va pas aller plus loin. Mais maintenant, Maître vient le dire ici. Il faut que notre ministère de l'Affaires étrangères fasse une note verbale pour dire clairement qu'on ne reconnaît pas ces histoires qu'on raconte, qu'on a eu de contact avec l'Israël pour prendre les Palestiniens, les installer chez nous. La déclaration du ministre Mouya, c'est l'oralité.
Ce n'est pas professionnel. Il faut un écrit. Mais il y a aussi un tweet, il a aussi tweeté. Les tweets, ce n'est pas... Tu vois ce que je dis, ça c'est pas professionnel. Quand on est professionnel, il faut une note verbale venant des ministères des Affaires étrangères qu'on doit déposer dans toutes les ambassades et les médias. C'est la position officielle. Celui qui doit parler, ce n'est pas Mouyaya, c'est les ministres des Affaires étrangères. S'il ne parle pas, c'est au niveau de la présidence. Mais pourquoi ce silence? Vous dites? Pourquoi il y a ce silence? Je pense qu'on est distrait. On n'est pas des professionnels. C'est ce qu'il faut dire. Quand on est professionnel... Le Tondula n'est pas... J'ai dit que nous tous ne sommes pas des professionnels. Parce que normalement, on devrait avoir un débat dans les médias. Qui en parle? Vraiment. C'est quand l'opinion donc prend les choses en main que l'homme politique bouge. Les médias, rien, vous êtes ailleurs, des insultes, on a triché. On nous embrouille. Nous ne sommes pas des professionnels. Il faut que notre diplomatie devienne une diplomatie des professionnels. Quand il y a une information sur le plan international, on doit vite réagir. Kagame était habitué à nous insulter ici. Personne ne parlait. Tout le monde avait peur. Donc nous avons encore des diplomates, honnêtement, qui ne sont pas à la hauteur des grands enjeux mondiaux. Hein? Les gens qui aiment être ministres, puis qu'on les voit à la télévision, parler en français, ça limite par là. Donc avec ce deuxième mandat du président, nous voulons voir des professionnels au niveau des affaires étrangères, au niveau de communication. Et quand on attaque le Congo, le matin, réaction. Comme Mende à l'époque. Mende le faisait bien. Il faisait bien. Comment? Un professionnel. Très bien. Non, comment? Mende, donc, dès que vous ouvrez la bouche, le lendemain matin, Mende une conférence de presse, des attaques claires. Voilà. Pas d'ambiguïté. Aujourd'hui, c'est autre chose. Je ne voudrais pas entrer dans des polémiques. Donc, je voudrais parler de l'affaire de Nanga et autres. Nous devons comprendre. C'est ça que j'ai dit, vous êtes tellement naïf. C'est ce que j'appelle la guerre d'usure. Pour ces occidentaux, pour ces globalistes, quand ils ont commencé leur guerre, ils avaient un objectif à atteindre. C'est couper le Congo en morceaux. Pendant 20 ans maintenant, 20-25 ans, ils sont tentés d'avancer. C'est là où nous partons. Donc Nanga s'inscrit dans ces dispositifs de la guerre d'usure. Nous faire fatiguer davantage, et puis on dit, vous êtes fatigué, on n'a pas trouvé de solution, la solution est là. C'est là où on va nous amener. Le dernier rapport des Nations Unies, avant-dernier je pense, on a parlé de la situation à l'est du Congo. Dans ces rapports, les experts disent, on a eu toutes les troupes du monde. Il y a eu ici, à l'est du Congo, vous avez, comment on appelle ici, le troupes EAC. Vous avez la MONUSCO. Vous avez toutes les troupes qu'on a amenées. On n'a pas résolu le problème. Quelle est la solution? Quelle alternative? Couper le Congo? Couper. Comment? Vous ne comprenez pas la pensée occidentale. Il faut vite créer un rapport de force. Voilà. On est naïf. On pleure, on veut la paix. Nous sommes à côté de la plaque. Rapport de force. On fait la guerre. Les Juifs verront que Kagame avec ces gens sont à l'extérieur, on va négocier avec nous. Si aujourd'hui, vous voyez tous ces gens qui criaient, il y aura le chaos, font maintenant un profil bas, c'est parce qu'ils ont vu que le président a levé le ton. Le président a dit aux gens, préparez-vous, nous allons mettre nos gens pour contrôler les élections. Il faut même dormir là-bas. Ils ont vite compris que ce n'est pas n'importe qui parle. Ce n'est pas la scène qui s'est dit. Ils ont reculé. Donc nous sommes dans cette guerre d'usure. Il faut qu'on fasse attention. Vous savez, je t'avais expliqué la fois dernière ici. Quand il y a des puissances, de grandes puissances qui déclinent, d'autres qui émergent, on reconfigure, on se partage le monde, les zones d'influence. La Chine a émergé. La France, l'Europe, il ne faut pas parler, c'est fini. Hein, ceux qui avaient créé 1885 avec la conférence de Berlin, ils n'ont plus encore le pouvoir. Maintenant, vous avez la Russie, vous avez la France, pardon, la Chine, vous avez l'Amérique. Ils se battent sur l'Afrique pour se partager les zones d'influence. Ceux qui ne vont pas comprendre, on va redessiner la carte de l'Afrique sans nous. Déjà, en Syrie, en Libye, il y a 3 États. Conférence de Berlin 2. Non, on va se partager, pas conférence de Berlin, on va se partager le monde entre ces 3 grandes puissances avec des puissances moyennes. Vous avez en Syrie, en Libye, il y a 3 États déjà.
Il y a 3 États en Libye déjà. Reconnu. Somalie. Mais c'est pas reconnu. Somalie. Éthiopie. Non, Éthiopie, ça va encore. Soudan. Soudan en 2, oui, c'est Oui, officiel. il y a Darfour qu'on va encore couper. Ouais. C'est officiel. Le troisième. Oui. Et vous avez, je pense avant-hier, ou bien ça fait 2 ou 3 jours, que l'Éthiopie a signé un accord avec Somaliland. Somaliland. Mais c'est fini. C'est fini. C'est comme ça que les C'est le frontières... premier pays qui reconnaît le Oui, Somaliland. oui. Ah, on est en train de revoir les frontières Les intérêts. sans qu'on comprenne. J'ai dit que nous, Congolais, les débats, c'est celui-là. Le monde est en train de changer, on est en train de revoir les frontières, nous faisons quoi? Voilà. Vous voyez, avec la guerre de l'Ukraine. Ce peuple n'a pas de travail, il est au chômage, il y a beaucoup de... Ceux qui font la politique, mais il faut lui donner du boulot. Comment ne pas s'intéresser à ça déjà si on ne mange pas? Ceux qui font la politique, c'est l'élite. À notre faim. Je dis que ceux qui font la politique, c'est l'élite, ce n'est pas la masse. Le problème du Congo actuellement, on a des mercenaires, on n'a pas d'élite. C'est le problème maintenant. La plupart des gens qui sont entrés en politique, soit c'est parce que grâce à nos amis occidentaux, européens, soit grâce à Kagame et Museveni. C'est comme ça qu'ils sont devenus des hommes politiques. Ce sont des mercenaires. Donc le Congo a besoin d'une nouvelle classe politique. Donc quand je parlais de Nangala, maître se plaignait, mais ça fait partie je pense, d'une tradition maintenant, depuis le départ de Mobutu. Monsieur Simpson, qui est ambassadeur ici, avant que Mobutu parte, Simpson a touché tous les responsables congolais. En commençant par ceux qui étaient proches de Mobutu, Mayele. Il leur dit, abandonnez Mobutu, c'est fini pour lui. On va vous protéger. Donc, Nanga n'est pas seul. Il y a des gens qui lui ont dit, on va couper le Congo, on prendra l'Est là, ne perdez pas le temps, venez chez nous. Il y a encore beaucoup de Nanga à Kinshasa, dans les institutions là. Vous allez voir. Bientôt, ils vont rejoindre. Comme d'habitude, vous entendez qu'il est parti à Nairobi, il est à Kigali. Ça signifie que jusqu'à présent, la classe politique que nous avons, c'est une classe politique de mercenaires. Qu'on profite cette fois-ci, comme le président Tshisekedi a eu la légitimité venant de notre peuple. Oui. Ce n'est ni Washington, ni Paris, ni Bruxelles qui ont donné à Félix Tshisekedi la légitimité. C'est le peuple. Comme le peuple a donné la légitimité, il faudrait que ceux qui vont gérer les pays demain avec lui soient des gens qui ont la légitimité de notre peuple, qui vont travailler pour notre peuple. Merci comme ça, beaucoup. Il va quand même rendre son père heureux là où il est, en disant le peuple d'abord. C'est important. Le peuple d'abord, c'est très très important. Le peuple d'abord. Alors, l'émission est à la fin. Carrément, nous allons... alors, 1 minute, Maître Kyunga. Solution par rapport à cette question de l'Est. On va finir, M. Freddy. Juste prendre 1 minute. Non, pour moi, la question de l'Est, j'ai toujours dit, il faut une armée forte, une armée dissuasive pour se faire respecter. Il n'y a pas d'autre solution. On n'est pas dans les négociations. Parce que c'est devenu récurrent. Chaque fois que quelqu'un veut avoir une place au soleil, il va à l'Est. Il fait la guerre et on l'invite, négocions, il est ministre, ses hommes sont dans l'armée. Après, il y a d'autres mécontents, il faut prendre des armes, venez, négocions. Donc, ce cycle-là, il faut mettre fin à ça en ayant une armée forte. Vous faites vos velléités, on vous écrase par les armes. Point barre. Sinon, ça va continuer. Pour le reste, en ce qui concerne le problème des élections ici, j'ai dit ceci. Le candidat malheureux, ils ont devoir de recours légal pour se faire entendre. Nous ne voulons pas de la violence. Et puis, les élections ne sont pas une finalité. Dans 5 ans, nous aurons encore un autre cycle. Que ceux qui ont échoué maintenant se préparent pour affronter, n'est-ce pas, les prochaines élections. Parce qu'il faut reconnaître, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre émission là, l'opposition elle-même est allée d'une façon dispersée, elle s'est fragilisée elle-même. Donc, quelque part, l'opposition doit aussi se remettre en question, savoir qu'elle a mal joué. Parce que quand vous allez à plusieurs comme ça, quel résultat vous voulez avoir? J'ai donné un exemple simple. Vous prenez 2 leaders du Grand Bandundu, Fayulu, Mozito. Tous les 2 des grands leaders du Grand Bandundu. Tous les 2 ont maintenu leur candidature au Bandundu.
enfin à la présidence. Donc, même dans leur fief sociologique, ils se sont fragilisés. Parce que les gens étaient divisés. Pour qui voter? Bon, maintenant, quand vous avez tous ces nombres-là, chaque leader de l'opposition pensait que celui qui sera élu. Ouais. Ils n'ont pas voulu se mettre ensemble. Donc, quelque part, même s'il n'y avait pas fraude ou ce qu'on raconte là, la voie était ouverte pour le président Tshisekedi qui rempilait, parce que lui, au moins, de son côté, il était seul. Très bien. Donc, l'opposition doit aussi reconnaître que là, ils ont mal joué. Ils ont mal joué la carte. Et ce n'est pas la fin du monde. Attendons les prochaines élections. On verra. Ils n'ont qu'à cogiter sur leurs erreurs et améliorer aux prochaines élections. Nous n'avons que le Congo comme patrimoine commun. On ne va pas le brûler à cause des élections. Merci les élections, beaucoup. c'est une étape. Le pays doit demeurer ce qu'il est dans la paix pour son développement. Pour son développement. Voilà. Merci beaucoup. Dernière prise de parole, 2 minutes. Oui, je dirais que nous sommes dans un processus de la guerre de libération. Qu'on ne se trompe pas. De la guerre. Le président est très clair. Il faut faire la guerre. Et il a raison. Il n'y a que ça. On respecte quelqu'un quand il est fort. Quand tu es faible, on t'impose. Voilà. Le président a compris. Il a tiré les leçons de l'histoire. Il est le mieux informé. Il a été très clair aussi. C'est Kagame qui pose problème. Donc il y aura la paix dans cette partie de l'Afrique quand Kagame sera plus au pouvoir. On ne peut pas avoir des lions dans une même forêt. Donc, après ces élections, je vois très mal Kagame faire longtemps au pouvoir. Je vois très mal. D'abord, le Rwanda, c'est un petit pays pauvre, ils n'ont rien. Ils vivaient grâce au pillage du Congo. Et deuxième chose, il sera incapable de payer ses militaires. Et pour le moment, il avait des entrées en Amérique, il n'a plus d'entrée. Maintenant, Kagame joue avec des globalistes. Mais les globalistes n'ont pas le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir, ce sont les services de renseignement et l'armée. Donc, il faut dire à ceux qui pensent que Kagame va encore gagner, ils sont trompés d'époque. Ils sont du mauvais côté de l'histoire. Merci, M. Freddy Boulumba. Merci, M. Sylvain Kyunga. Merci à vous de nous avoir suivis.